Publié en 1989, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ne propose pas un remède miracle, mais énumère 7 principes qui, s'ils sont mis en place en tant qu'habitude dans la durée, permettent véritablement d'augmenter son efficacité sur le plan personnel et professionnel. En 2004, le livre avait été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans 38 langues. Pour bâtir son analyse, Covey a étudié des personnes, modèles de réussite, sur les dernières décennies. En les mettant en pratique, lui aussi dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, il nous prouve dans son livre qu'intégrer ces principes et les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours permet véritablement de gagner en efficacité au quotidien. Il ne présente pas une méthode miracle et rapide, mais un vrai processus de transformation qui, avec du travail sur la durée, permet de montrer de vrais changements. Voici donc les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors cette première habitude est basée sur le principe que nous sommes tous libres de choisir et responsables de ses choix. En pratique, chaque stimulus qui implique, pour ainsi dire, une réponse de notre part, les personnes réactives se laissent porter par des influences extérieures pour répondre et répondent la plupart du temps dans l'immédiat. Les personnes proactives, au contraire, prennent quant à elles le temps de construire une réponse en accord avec leurs principes et les résultats qu'elles attendent. Elles prennent le temps de poser entre le stimulus et la réponse qu'elles apportent un espace pour leur liberté de choix. En pratique, cela peut être de prendre une grande respiration et de se laisser un moment de réflexion avant tout simplement de contre-attaquer. Cette liberté de choix s'appuie sur ce que Covey décrit comme les 4 dons humains qui sont notamment la conscience de soi, c'est-à-dire notre capacité à analyser nos pensées et nos humeurs. Deuxièmement, l'imagination, c'est-à-dire notre capacité à voir au-delà de l'expérience et de la réalité présente. Troisièmement, la conscience, c'est-à-dire notre capacité à distinguer le bien du mal. Et enfin, la volonté indépendante, c'est-à-dire notre capacité à agir indépendamment de toute influence externe. Derrière chacune de nos actions, il y a toujours une intention positive. Par exemple, vous vous plaignez d'être obligé de travailler alors qu'il serait bien plus agréable d'être en vacances tout au long de l'année. Ce qu'il y a derrière cela, c'est tout simplement que vous souhaitez une sécurité financière. À nous donc de mettre des mots sur nos vraies motivations. Nous pouvons observer de façon simple la différence entre proactivité et réactivité dans les mots avec lesquels nous nous exprimons. Remplacer « je dois » par « je vais », ils ne me le permettront pas par « je peux choisir » une approche différente. Vous allez voir, l'effet est véritablement immédiat. Covey souligne également qu'il est important de se focaliser sur les choses sur lesquelles nous pouvons agir directement, c'est-à-dire le fameux cercle d'influence, et ne pas prêter attention aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est-à-dire le cercle de préoccupation. Ce sont ces préoccupations qui nous occupent parfois beaucoup de temps pour n'obtenir finalement aucun résultat. Les personnes proactives sont celles qui se consacrent à leur cercle d'influence et elles voient celui-ci grandir d'ailleurs progressivement. Enfin, pour Covey, une personne très proactive peut devenir un agent de transition. Nous avons la capacité de remplacer chez les autres des comportements malsains ou improductifs et de les remplacer par des comportements qui permettent de s'épanouir en étant un modèle positif. Cette deuxième habitude repose sur le principe que la création mentale précède la création physique. Ainsi, les gens efficaces visualisent précisément les résultats qu'ils souhaitent obtenir avant de passer à l'action. Vous le vérifiez d'ailleurs tous les jours en réunion. Pour obtenir une réunion productive, il faut avoir au préalable construit un ordre du jour et des objectifs clairs. Covey préconise par conséquent la rédaction d'un énoncé de mission personnelle que vous suivrez évidemment à la lettre. Cette visualisation de la vie que l'on souhaite doit être formulée positivement, dépendre de soi et correspondre à nos propres valeurs et motivations, et évidemment être réaliste et réalisable. La rédaction d'un énoncé de vie est l'occasion de prendre un temps pour soi, de se recentrer sur ce que l'on veut vraiment et de l'appliquer. Il sera ensuite revu régulièrement et révisé si besoin et sera un appui pour orienter nos décisions. Il nous permet de décider nous-mêmes de notre vie et de clarifier ce qui est important pour nous. L'énoncé de mission peut prendre différentes formes. Il peut être très court ou très long, cela peut être un slogan ou même un poème et être rédigé par un individu, par un couple, une famille ou dans le cadre professionnel par une équipe, voire une entreprise.
L'énoncé de vie rédigé dans l'habitude numéro 2 a permis de mettre à jour nos priorités. L'habitude numéro 3 nous apprend qu'on ne négocie pas sur ses priorités. Pour être efficace, il nous faut privilégier ce qui est important et non urgent. Covey nous invite alors à classer nos activités quotidiennes dans une matrice à 4 cases en distinguant l'important du non important et l'urgent du non urgent. Pour gagner en efficacité, il faut réussir à éliminer de notre emploi du temps toutes les activités non importantes, qu'elles soient d'ailleurs urgentes ou non urgentes. Cela peut être par exemple, pour des activités urgentes et non importantes, des interruptions inutiles, des réunions peu importantes, les problèmes mineurs des autres, etc. etc. Pour les activités non urgentes et non importantes, ce peut être des courriers et des emails inutiles, des activités de fuite, trop de télévision ou d'internet. L'autre clé est de ne pas oublier les activités importantes mais non urgentes que l'on a toujours tendance à reporter du fait de leur caractère non urgent. Cela concerne par exemple la préparation d'une réunion, la planification, l'établissement de relations, des moments de pause, etc. etc. Covey nous propose un outil de planification hebdomadaire afin de réussir notre organisation. Celui-ci requiert qu'à chaque fin de semaine, nous prenions un temps pour préparer la semaine suivante, environ 30 minutes. Afin de planifier efficacement la semaine, la première étape est de balayer nos différents rôles personnels et professionnels, chef de projet, parents, conjoints, amis, entraîneurs de football, et de définir pour chacun de ces rôles les priorités de la semaine. Ce sont ce que Covey appelle les grosses pierres. Ces grosses pierres sont à planifier en priorité dans notre emploi du temps de la semaine. Une fois les plages bloquées pour ces activités piliers, préparation de réunion, mais aussi sortie au théâtre avec son conjoint ou simplement aller à la piscine avec ses enfants, on peut alors intercaler quotidiennement ce que Covey appelle les petites pierres. Cette planification de la journée se fait chaque matin au calme et dure une dizaine de minutes. Elle permet de revoir son emploi du temps de la journée, d'établir une liste réaliste d'activités pour la journée et de les hiérarchiser. En respectant une discipline, une personne efficace arrivera à gérer efficacement ses priorités et pourra acquérir une solide réputation de fiabilité. Covey met en avant dans cette habitude qu'il n'y a qu'un seul modèle qui peut vraiment fonctionner, celui du gagnant-gagnant, du win-win en anglais. Pour être efficace sur le long terme, une relation requiert un respect et des bénéfices mutuels. Recherchons une solution satisfaisante pour tous les deux. Les personnes qui agissent dans cet état d'esprit, elles recherchent le bénéfice mutuel et font preuve de coopération et non de compétition. Pour établir une telle interaction, il faut savoir faire preuve de courage élevé, je sais exprimer mes pensées et mes émotions, et en même temps de considération élevée, j'écoute et je comprends avec respect les pensées et les émotions des autres. Avoir une mentalité de gagnant, c'est aussi se réjouir des succès d'autrui. Alors vous demandez sans doute comment faire pour trouver un accord gagnant-gagnant. Vous devez commencer par lister ce que vous cherchez à obtenir et évidemment ce que votre interlocuteur cherche lui aussi à obtenir. Mettez-vous ensuite d'accord sur les éléments suivants. Tout d'abord, les résultats souhaités. Quels sont les résultats que je souhaite obtenir? Puis les lignes directrices, comment vais-je procéder pour obtenir ces résultats? Puis les ressources, de quelles ressources ai-je besoin? Ensuite, la responsabilité, à quoi verrons-nous que nous progressons et que nous avons atteint notre objectif? Et enfin, les conséquences, quels sont les avantages à atteindre l'objectif? Quels sont les inconvénients à ne pas l'atteindre? Pour qu'un tel accord puisse réussir, il est cependant primordial que les deux parties soient véritablement partie intégrante de la négociation. L'attitude gagnant-gagnant ne dépend pas seulement des individus. Pour qu'une équipe travaille dans cet esprit, dans un esprit gagnant-gagnant, il faut que les systèmes soient cohérents avec ce paradigme. Formation, organisation, communication, budget, système de récompense doivent être basés sur un principe gagnant-gagnant. L'habitude numéro 5 repose sur le principe que pour communiquer efficacement, nous devons d'abord nous comprendre mutuellement. La plupart des gens ne prennent pas le temps d'écouter. Ils pensent comprendre le problème de l'autre de manière intuitive et donnent rapidement des conseils. Cela est lié à notre tendance à donner des réponses autobiographiques à partir de notre propre cadre de référence. Ces réponses sont de l'ordre du conseil, du sondage, où l'on pose des questions à partir de notre cadre de référence, de l'interprétation. Nous voulons expliquer les motivations et comportements de l'autre à partir de notre propre expérience. Et évidemment de l'évaluation,
où nous portons un jugement. Écouter avec empathie, au contraire, consiste à refléter ce que la personne ressent et dit avec ses propres mots. Il ne s'agit pas d'écouter pour répondre. Durant cette écoute, on peut utiliser les phrases suivantes pour reformuler ce que l'autre exprime. Je cite, si je comprends bien, tu ressens, tu sembles, etc., etc. Il est important de garder les mots de l'autre. On ne peut s'exprimer et chercher à être compris que lorsque le problème a été compris par tous, il n'y a plus d'émotion dans l'échange et que l'autre demande un avis ou un conseil. Tout en exprimant son point de vue, il est important de garder à l'esprit le point de vue de l'autre interlocuteur. Pratiquer la synergie, c'est travailler ensemble pour trouver une solution plus efficace que la somme des solutions que chacun aurait pu trouver séparément. Au cours d'un processus d'interaction, on peut trouver une nouvelle option. C'est un processus rigoureux qui requiert une coopération gagnant-gagnant entre les acteurs et d'avoir en tête un objectif commun mutuellement accepté. Les 3 étapes pour pratiquer une coopération créative sont les suivantes. Première étape, vérifier la volonté des participants à rechercher une solution meilleure. Seriez-vous d'accord que nous recherchions ensemble une solution meilleure que celle que nous avons chacun en tête? Deuxième étape, reformuler les besoins de chacun. D'abord celui de l'autre, puis exposer le sien. Et enfin, créer des idées nouvelles. Rappelez-vous la fable d'Ésope. Pour être efficace, il faut prendre soin de l'oie qui me donne des œufs en or. Ainsi, pour maintenir et augmenter notre efficacité, nous devons en permanence développer nos ressources physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Que retrouve-t-on dans ces 4 dimensions? Eh bien, pour ce qui est du physique, c'est tout d'abord l'exercice physique, l'alimentation, le repos et la gestion du stress. Pour ce qui est du social et de l'émotionnel, ce sont les dépôts sur les comptes affectifs des relations importantes. Pour le spirituel, c'est rendre service, clarifier ses valeurs, s'inspirer, méditer. Et enfin pour le mental, c'est par exemple l'écriture et la formation. Le développement de ces 4 dimensions est à placer dans notre outil de planification hebdomadaire que nous avons vu lorsque nous avons parlé de l'habitude numéro 3. Il doit trouver sa place dans notre emploi du temps, même s'il est facile de les remettre à plus tard, car nous avons le sentiment d'être trop occupés pour aiguiser nos facultés ou que nous manquons d'autodiscipline pour tenir nos engagements. Votre efficacité quotidienne est à ce prix.